Pourquoi la panique règne à Paris, Bruxelles et Washington, alors qu'à Ouagadougou, tout est calme? Écoutez le vacarme dans les rues de Paris et Bruxelles aujourd'hui. Le grondement des tracteurs qui paralysent les autoroutes, les cris de colère des agriculteurs qui se battent non plus contre la nature, mais contre leur propre gouvernement. Regardez les capitales occidentales, des leaders impuissants, cloîtrés derrière les vitres de leur parlement, incapables d'empêcher le chaos qui secoue le cœur de leur civilisation. Le système agricole occidental, autrefois symbole de puissance, semble s'effondrer, rongé par la dépendance aux multinationales et un modèle qui ne sert plus que quelques géants. Mais maintenant, détournez le regard de ce tumulte. Traversez 5000 kilomètres vers le sud, jusqu'à Ouagadougou. Ici, pas une trace d'émeute, pas de pneus en flammes, pas de débats hystériques à l'Assemblée. Une simple scène. Un chef militaire, stoïque, signe d'un geste assuré un décret de près d'1 milliard de dollars. Ce décret? L'interdiction totale des OGM et des produits chimiques agricoles étrangers. Un choc. Un acte de souveraineté pure qui fait trembler les sièges des grandes entreprises agro-industrielles en Occident. Comment expliquer ce contraste saisissant? Pourquoi les grandes puissances, jadis maîtresses du grain et de la terre, semblent-elles désormais prisonnières de multinationales, incapables de nourrir leur peuple sans chaos, alors qu'une nation africaine, souvent perçue comme fragile, impose sa volonté et ferme la porte à la domination étrangère? Ce silence à Ouagadougou, c'est celui d'une révolution tranquille, d'une résistance qui expose la fragilité du pouvoir occidental. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que des récoltes. C'est le contrôle de notre alimentation, de notre liberté et de l'avenir politique de nations entières. Ignorer ces bouleversements, c'est accepter de rester prisonnier d'un système où l'on n'a plus la main sur sa propre sécurité alimentaire. Alors, plongeons ensemble à l'origine de cette crise et découvrons les deux mondes qui s'opposent. Comment la promesse du progrès s'est-elle transformée en piège pour des millions de paysans africains? Il y a quelques décennies à peine, l'Occident se présentait comme le modèle à suivre. Puissance agricole, terre fertile, abondance de nourriture. C'était l'image d'un monde où la science, la technologie et les multinationales allaient, soi-disant, nourrir la planète. Les supermarchés débordaient, les publicités vantaient les bienfaits de l'agriculture moderne, et l'exportation de ce succès était devenue une mission quasi messianique. Mais aujourd'hui, la réalité derrière la façade craque de toutes parts. Même en Europe et aux États-Unis, le modèle titube. Inflation alimentaire, effondrement des fermes familiales et dépendance à des systèmes fragiles. L'Occident, autrefois leader, n'arrive plus à nourrir sa propre population sans crise. Alors, les géants de l'agro-industrie, voyant leur base vaciller, ont cherché de nouveaux terrains de jeu. L'Afrique est devenue leur Eldorado. Pas pour aider, non. Pour installer un système où chaque semence, chaque engrais, chaque récolte deviendrait une marchandise sous brevet, verrouillée par des contrats opaques. Les multinationales ne voyaient pas des communautés agricoles à soutenir, mais un marché captif à dominer. Prenons l'exemple d'Ousmane, paysan burkinabé. Un visage parmi tant d'autres, mais son histoire est celle de millions. On lui promettait des récoltes abondantes, une vie meilleure, si seulement il adoptait les nouvelles semences miracles des OGM importés, impossibles à replanter d'une année sur l'autre. On lui disait « Achète ces semences, paie pour ces engrais spécifiques et tu verras la différence. » Mais à la première sécheresse, Ousmane ne récolte rien. À la première invasion de parasites, c'est la perte totale. Et pourtant, la dette reste. Il doit tout, même ce qu'il n'a pas produit. Car le système est organisé pour que la corporation possède sa récolte avant même que les graines ne touchent en la terre. Ce n'est plus de l'aide. C'est une servitude moderne, raffinée dans les laboratoires occidentaux, imposée par les lois du commerce international. Ousmane se retrouve piégé. Piégé dans une spirale de dette, piégé par la promesse du progrès qui s'est mué en chaîne invisible. Les terres ancestrales, toujours plus appauvries, ne lui appartiennent plus vraiment. Il ne choisit plus ce qu'il plante, ni comment il cultive. Et, peu à peu,
Ce modèle érode ce qu'il reste de la souveraineté des paysans africains et de leur dignité. Cette histoire, c'est celle d'une dépossession insidieuse. Acceptons-nous ce modèle, nous sacrifions non seulement notre indépendance nationale, mais aussi notre dignité individuelle. Refuser, c'est oser l'isolement, risquer la faim, mais c'est aussi choisir de se battre pour la liberté. Les multinationales prétendent offrir la modernité, mais elles imposent surtout une dépendance totale. Elles ont transformé l'Afrique en laboratoire de leur nouveau colonialisme, semences stériles, engrais chimiques, contrats illisibles. Le moindre accident climatique, le moindre imprévu, et le paysan s'endette pour survivre. Ce n'est pas un accident, c'est le cœur de leur modèle. Vous ne possédez jamais rien, vous ne contrôlez jamais rien. La survie même devient une rente à payer à des intérêts étrangers. Alors, à quoi mène ce système? Si rien ne change, l'Afrique, et même l'Occident, ironie du sort, ne sera plus souveraine sur son alimentation. Les décisions vitales seront prises ailleurs, dans d'élégants bureaux à Genève ou New York, loin des champs, loin des visages comme celui d'Usman. Le pouvoir politique, l'avenir des nations, tout est lié à cette question. Qui contrôle la semence, contrôle la vie. Mais qu'arrive-t-il quand un leader décide de briser ce cycle? Un homme, une signature, un séisme géopolitique de 900 millions de dollars. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait ce matin-là, dans le silence feutré d'un bureau du pouvoir à Ouagadougou, c'est déclencher une onde de choc qui a traversé l'Atlantique jusqu'au gratte-ciel de Genève, les couloirs feutrés de Bruxelles, et même les bureaux tapis de Washington. En apposant sa signature sur le décret bannissant les OGM du Burkina Faso et en coupant net les chaînes de la dépendance aux multinationales, Traoré n'a pas simplement dit non à Monsanto ou à Bayer. Il a lancé un défi frontal à tout un système qui a longtemps dicté sa loi sur l'alimentation mondiale. Il faut mesurer la portée de ce geste. Le Burkina Faso, ce petit pays enclavé, ose faire ce que même certains États européens n'osent pas, reprendre le contrôle total de sa terre, de ses semences, de sa souveraineté alimentaire. Ce qui semblait impensable il y a encore 10 ans devient réalité. Et au même instant, à Genève, Paris, Washington, c'est la panique. Les emails s'affolent, les réunions d'urgence se multiplient. Pourquoi cette peur? Parce que si le modèle burkinabé fonctionne, d'autres nations africaines pourraient suivre. Un effet domino qui, pour l'Occident, serait tout simplement catastrophique. Regardez bien la mécanique de la riposte occidentale, car elle révèle l'arrogance froide d'un empire blessé. À Genève, les avocats des géants biotechnologiques rédigent en urgence des plaintes commerciales inédites à l'Organisation mondiale du commerce. Leur argument? En interdisant les OGM, le Burkina Faso viole les sacro-saints accords de libre-échange. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, libre-échange? Pour ces multinationales, c'est juste la liberté d'extraire tes richesses, de breveter ta biodiversité, d'étouffer ton économie locale. Le jour où tu décides de protéger ta souveraineté, tu deviens subitement un État voyou. Dans les couloirs anonymes de Bruxelles, c'est un autre front qui s'ouvre. Les bureaucrates européens préparent discrètement un arsenal de sanctions secondaires, menaces de tarifs douaniers sur le coton, l'or, le sésame, tout ce qui alimente l'économie burkinabé. Le message est clair, presque mafieux. Si vous n'achetez pas nos semences, si vous ne laissez pas nos firmes contrôler votre agriculture, alors vous n'aurez plus accès à nos marchés. On vous coupe du système. C'est une guerre économique totale, sans la moindre pitié. Mais ce n'est pas fini. Les grandes banques de développement et les ONG internationales, bras armés financiers de l'Occident, entrent dans la danse. Financement gelé pour les hôpitaux, routes, projets d'eau potable. Les excuses sont toujours les mêmes. Climat d'affaires imprévisible, risques politiques. Mais au fond, il s'agit bien d'une tentative de strangulation économique, priver un pays de tout, jusqu'à le forcer à genoux. Derrière ces gestes, une croyance arrogante, que l'argent reste le maître ultime, que rien ne résiste au pouvoir des banques, des tribunaux, des bourses mondiales. Ce que l'Occident ne dit jamais, c'est que depuis la guerre froide, la nourriture est une arme stratégique.
Quand une entreprise étrangère possède le brevet des graines qui poussent dans ton sol, elle contrôle en réalité ta politique étrangère. Si tu votes mal à l'ONU, les cargaisons de semences se perdent dans les ports. Si tu refuses d'ouvrir une base militaire, le prix des engrais double du jour au lendemain. Voilà le vrai visage de la dépendance. Traoré, lui, a vu clair dans ce jeu. Pour lui, l'indépendance politique sans indépendance alimentaire, ce n'est qu'une illusion, un théâtre de marionnettes destiné à endormir le peuple. Il connaît l'histoire, les promesses de miracles avec le coton OGM, qui n'ont laissé derrière elles que des terres appauvries, des paysans ruinés et une dette inextricable. Sa décision est sans appel. Ce cycle d'exploitation doit prendre fin. Et il est prêt à risquer son pouvoir, sa sécurité, tout pour cette dignité retrouvée. Car il a compris une chose essentielle. Tant qu'un peuple doit supplier une multinationale étrangère pour le droit de semer et récolter sa propre terre, il n'est pas libre. Voilà pourquoi l'Occident tremble. Ils préparent aujourd'hui une contre-offensive de 3 milliards de dollars, 10 fois le budget de la première attaque, pour écraser la révolte avant qu'elle ne devienne contagieuse. Ils veulent faire de Traoré un exemple, un avertissement à tous les pays africains tentés par la désobéissance. Quiconque sort du rang sera ruiné, isolé, affamé. C'est un siège, une guerre d'usure, une bataille dont l'enjeu dépasse largement celui du Burkina Faso. Si Traoré tient bon, c'est l'Afrique entière qui pourrait apprendre à dire non. Si l'Occident l'emporte, la servitude économique, politique et culturelle continuera, sans espoir de sortie. Mais alors, face à cette offensive massive, comment le Burkina Faso s'organise-t-il pour survivre à une guerre économique totale? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Un embargo peut-il briser la volonté d'un peuple prêt à tout pour sa terre? C'est la grande question à laquelle fait face aujourd'hui le Burkina Faso. Car lorsque l'Occident a réalisé que le pays osait défier l'ordre établi, la riposte n'a pas tardé, sanctions financières, arrêt brutal de l'aide au développement, menaces sur les exportations, embargo sur les intrants agricoles. C'est un siège économique moderne, qui ne dit pas son nom, mais qui vise un objectif très clair: plier un pays récalcitrant, l'isoler, le forcer à rentrer dans le rang des multinationales. Ce n'est pas nouveau. Depuis des décennies, l'Occident a perfectionné l'art d'utiliser la nourriture comme une arme stratégique. Si tu votes mal à l'ONU, ta cargaison de semences reste bloquée au port. Si tu refuses d'ouvrir un marché à telle entreprise étrangère, le prix des engrais explose du jour au lendemain. Derrière le discours d'aide et de partenariat, il y a une laisse invisible, faite de brevets sur les semences et de dépendances chimiques, qui enserrent le continent africain. Mais ce que les puissances occidentales n'avaient pas prévu, c'est la radicalité de la réponse burkinabé. Plutôt que de céder ou de supplier à Genève, le pouvoir à Ouagadougou a choisi une toute autre voie, le retour à la souveraineté réelle, enracinée dans la terre et la solidarité. Face à la menace de famine et de ruine, le peuple burkinabé ne s'est pas résigné. Au contraire, il s'est mobilisé à une échelle inédite. Revival des semences ancestrales, oubliées ou marginalisées par des décennies de monocultures imposées. Les banques de graines endogènes sont rouvertes, on multiplie les variétés résistantes à la sécheresse qui avaient nourri des générations entières avant l'arrivée des OGM. Ce n'est pas un repli passéiste, c'est une stratégie de survie et d'émancipation. Ces semences, adaptées par des siècles à la rudesse du Sahel, n'ont pas besoin d'engrais chimiques importés. Elles sont reproductibles, libres de tout brevet. Chaque récolte renforce l'autonomie, redonne le pouvoir aux mains des agriculteurs. Les coopératives paysannes refleurissent, soutenues par l'État et une nouvelle génération d'ingénieurs agricoles. Mais cette fois, ces experts ne sont plus là pour imposer des techniques venues d'ailleurs ou surveiller les dettes contractées auprès de banques étrangères. Ils travaillent main dans la main avec les cultivateurs, mariant modernité et tradition, irrigation maîtrisée et savoir-faire local, pour préparer le pays à l'autosuffisance. Ce qui se passe ici, ce n'est pas juste une question de semis ou de récolte. C'est une vraie rébellion économique, une rupture méthodique avec le modèle globalisé qui, jusque-là, condamnait l'Afrique à la dépendance. Mais attention, le Burkina Faso n'est pas dupe. Il sait qu'un pays enclavé, face à un blocus international,
ne peut pas survivre durablement seul, même avec toute la volonté du monde. C'est là que surgit l'autre révolution, plus silencieuse, mais tout aussi profonde. La naissance de l'Alliance des États du Sahel. Face à la menace occidentale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mis de côté les vieilles frontières tracées à la règle par les colons. Ils bâtissent ensemble une économie circulaire, régionale, où les ressources, les savoirs, les productions circulent sans passer par Paris, Bruxelles ou Washington. Quand l'Europe menace de couper les routes d'exportation, les nouvelles filières internes s'organisent. Le coton du Burkina n'a plus besoin d'attendre un acheteur européen. Il est transformé dans les usines textiles du Mali. Les surplus agricoles circulent du sud fertile vers le nord aride du Sahel, sans dépendre du bon vouloir d'une banque mondiale ou d'un conglomérat étranger. On construit une forteresse économique, appuyée par la force commune de 3 peuples forgés par l'adversité. C'est la solidarité qui gomme peu à peu les lignes héritées de la colonisation. Des ingénieurs partagés, des marchés régionaux, une monnaie indépendante en gestation. L'Afrique de l'Ouest expérimente, face à une crise imposée, une souveraineté nouvelle, collective, qui défie les logiques du chacun pour soi et des intérêts étrangers. Bien sûr, le risque est immense. Échouer, c'est risquer la faim, la misère, la soumission renouvelée. Mais réussir, c'est démontrer que le modèle globaliste n'est pas une fatalité, que l'indépendance n'est pas un mythe, et que le pouvoir peut revenir au peuple et non aux multinationales. Mais au-delà de ce bras de fer économique, que signifie cette révolution pour l'avenir même du continent africain? La vraie indépendance ne s'achète pas, elle se cultive et se défend. Et c'est exactement la leçon que le Burkina Faso est en train d'écrire, non pas dans les livres d'économie ou les traités internationaux, mais dans la poussière fertile de ses champs et à travers la détermination de son peuple. Ici, la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une réalité quotidienne. La première étape vers l'autonomie politique, économique et monétaire, c'est la maîtrise de la terre, la capacité de nourrir sa propre population, sans dépendre des chaînes invisibles des multinationales. Regardez comment, au lieu de se contenter de belles promesses ou d'attendre la générosité conditionnelle de l'Occident, le Burkina Faso déploie ses propres ingénieurs agricoles sur tout le territoire. Ils ne viennent pas pour surveiller ou collecter des dettes en faveur de banques étrangères. Non, ils travaillent main dans la main avec les cultivateurs, mariant les sciences modernes du sol et de l'eau avec les savoir-faire ancestraux. Ensemble, ils bâtissent des canaux d'irrigation, renforcent la fertilité naturelle et préparent le pays à se nourrir sans un seul grain de semences OGM importées. Ce n'est pas qu'un changement de méthodes agricoles, c'est une révolte économique, maquillée en politique publique. Ce choix radical du Burkina Faso, celui de subsister libre plutôt que de prospérer enchaîné, brise le récit dominant sur l'Afrique prétendument condamnée à la dépendance. C'est une démonstration brutale de la fragilité du pouvoir occidental, car soudain, ce ne sont plus les multinationales qui dictent la marche à suivre, mais bien un peuple prêt à affronter l'isolement, la pression, les sanctions, pour préserver sa dignité. Ce n'est plus la peur de manquer qui tient les rênes, mais la volonté de ne plus vivre à genoux. La rupture burkinabé résonne bien au-delà de ses frontières. Elle inspire ses voisins à rêver plus grand. Imaginez un continent où l'on contrôle le sous-sol, la monnaie, ses propres frontières. Avec l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger dressent un rempart économique et militaire. Ils créent de nouveaux circuits commerciaux internes, indépendants du dollar, de l'euro ou de l'aval de Paris, Bruxelles ou Washington. Les camions qui traversent désormais les frontières ne transportent plus l'aide humanitaire distribuée par les ONG occidentales, mais des récoltes locales, de l'or raffiné sur place, des produits manufacturés africains. C'est la solidarité régionale qui circule, une solidarité forgée dans l'épreuve et qui renforce la résilience face aux chocs extérieurs. Ce mouvement est une leçon pour toute l'Afrique, mais aussi pour nous tous, où que nous soyons dans le monde. La souveraineté ne se mendie pas, elle s'arrache et se protège, collectivement. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la question de qui possède la terre ou les mines, mais le contrôle de l'avenir, la capacité de dire non à l'assujettissement économique, politique, culturel.
Si le Burkina Faso peut survivre à un choc économique de 3 milliards de dollars sans capituler, si son peuple accepte de manger peu mais libre, plutôt que de festoyer sous la chaîne du crédit occidental, alors le modèle imposé par les puissances anciennes vacille. Mais attention, ne pas tirer les leçons de cette résistance, c'est s'exposer à répéter encore et encore l'histoire de la dépendance. Comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est préparer l'émancipation collective de demain. C'est refuser la fatalité, refuser de céder au chantage du manque. Car l'élite mondiale le sait. Perdre le contrôle de la nourriture, c'est perdre le contrôle du peuple. Et inversement, pour chaque nation, défendre sa récolte, c'est reprendre sa liberté. Alors, une ultime question demeure. Jusqu'où cette révolution silencieuse peut-elle aller? La révolution silencieuse burkinabé fait trembler l'ordre mondial. Et si tout commençait par une graine? Aujourd'hui, le Burkina Faso a osé là où tant d'autres hésitent. Face aux pressions colossales de Bruxelles, de Washington et de ces multinationales qui dictent ce que nous mangeons, un peuple a choisi de tenir bon, quitte à subir la tempête. On pensait que la peur de la faim, l'isolement ou la menace d'un choc économique de 3 milliards de dollars écraserait la résistance. Pourtant, à la stupeur des puissants, c'est l'inverse qui s'est produit. Chaque tentative de pression n'a fait que renforcer le lien entre Ibrahim Traoré et son peuple. Ensemble, ils ont tracé une ligne nette dans le sable saharien, une ligne semée de leurs propres graines, plantée dans une terre qu'ils refusent de voir confisquée. Car c'est là le cœur de la bataille. Choisir de vivre libre, même modestement, ou de banqueter enchaîné à la table des maîtres. Le Burkina Faso a dit non à la cage dorée de la servitude industrielle, préférant la dignité d'une souveraineté retrouvée, aussi difficile soit-elle. Ce n'est pas uniquement une victoire symbolique, c'est un signal d'alarme lancé au monde entier. Si un pays présenté comme fragile peut survivre à un séisme économique orchestré par l'Occident, que peut-il reconquérir ensuite? Le bannissement des semences OGM n'est que le début. C'est une première salve dans une guerre bien plus vaste, celle de l'émancipation totale. Les puissants le savent. Perdre le contrôle de l'alimentation, c'est risquer de perdre la main sur toute une nation. Si le peuple burkinabé arrive à protéger son sol et prouve qu'il peut nourrir ses enfants sans la bénédiction de l'Occident, qu'est-ce qui l'empêchera de récupérer demain ses mines, ses ressources en or, en lithium, en uranium? Et pourquoi pas son indépendance monétaire, en brisant enfin la chaîne du franc CFA? Les dominos commencent déjà à tomber ailleurs en Afrique. Le secret du pouvoir occidental, basé sur la peur, la dette et la dépendance, est exposé au grand jour. Le sortilège est rompu. C'est à nous, maintenant, de décider de quel côté de l'histoire nous voulons être. Choisir l'indifférence, c'est accepter la domination, aujourd'hui dans l'assiette, demain dans la pensée, toujours dans l'avenir. S'engager, c'est soutenir la souveraineté, oser la vérité et défendre un monde plus juste. Alors, si cette histoire vous a touché, si la lutte du Burkina Faso résonne en vous, partagez cette vidéo, commentez. Dites-nous ce qui change tout pour vous dans ce bras de fer géopolitique et pourquoi. C'est en rendant ces histoires visibles qu'on construit une communauté consciente, prête à veiller sur l'avenir. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez à l'indépendance réelle de l'Afrique et partagez ce message autour de vous. Merci de vous tenir aux côtés de la vérité. Restons vigilants. Le monde change et tout commence, peut-être, par une simple graine.